Bien, donc bienvenue. Vous êtes ici, comme vous devez le savoir évidemment, vous allez assister à la session parallèle numéro 12. Alors quelque part j'ai lu numéro 12, ailleurs j'ai lu numéro 13. Je vous donne le titre, comme ça vous pourrez savoir exactement de quoi il en est. Les systèmes de culture avec légumineuses. Voilà, donc, tout le monde est au bon endroit. Bien, donc la thématique de cette session, les systèmes de culture avec légumineuses, bien en fait c'est celle des questions que pose l'insertion des légumineuses dans les systèmes de culture, dans les rotations, et notamment des questions qui tournent autour, c'est ce dont il va être question là, qui tournent autour de la gestion des bioagresseurs, de la gestion de la fertilité du sol, notamment en ce qui concerne l'azote. Il sera question également de génétique par rapport à ce service écosystémique que rendent les légumineuses en fixant l'azote atmosphérique. Question également de l'adéquation donc plus ou moins bonne entre l'hôte et les symbiotes. Et cette adéquation déterminant justement en partie l'intensité de fixation de l'azote. Et donc il sera question de ce point-là également. Alors, nous allons avoir droit à 4 exposés. 4 exposés. Le premier exposé, dit exposé donc introductif, qui sera donné par Bruno Jaloux. Alors il aurait dû être donné en tandem, je crois, avec Anne Moussard, qui pour des raisons personnelles, finalement n'a pas pu se rendre à Toulouse. Donc c'est Bruno Jaloux qui fera cette présentation. Bruno Jaloux, alors, cet exposé introductif s'intitule « Quel nouveau levier pour protéger les légumineuses à graines contre les bioagresseurs ?» Alors Bruno Jaloux est enseignant-chercheur à Agrocampus Ouest, où il enseigne l'entomologie appliquée, la lutte biologique par conservation, et il est dans l'UMR IGEP, l'UMR INRA, IGEP pour Institut Génétique, Environnement, Protection des plantes, où il travaille sur les stratégies d'exploitation des ressources trophiques par les parasitoïdes. Ressources trophiques sont le nectar et l'hôte, représentés par le ravageur à éliminer. Et il étudie ces stratégies d'exploitation, notamment en culture associée. Bien, donc je vais laisser la parole maintenant à Bruno Jaloux. Merci Jean-Pierre, bonjour à tous, merci d'être là, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter en fait un point, une synthèse que nous avons réalisée à 4 en fait au sein de l'IGEP en essayant de croiser différents points de vue. Anne Moussard en fait est ingénieure terrinovia qui est détachée dans notre unité dans le cadre de l'UMT Pisonne. Alain Baranger est un chercheur INRA qui est pathologiste et généticien. Ségolène Plessis est une jeune ingénieure d'études spécialiste des systèmes. Et puis moi-même, je suis enseignant-chercheur, donc comme l'a dit Jean-Pierre, à Agrocampus Ouest. Donc nous nous sommes basés en fait sur une revue de la littérature que nous avons portée en fait, aux actes de ce congrès. Et puis nous avons illustré cette présentation avec des exemples qui sont issus en fait de nos projets communs au sein de l'IGEP pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Tout d'abord, en fait, depuis toujours, la recherche en protection des plantes pour déterminer des nouveaux leviers d'action pour lutter contre des bioagresseurs s'est appuyée sur la connaissance en fait, du cycle du bioagresseur avec une connaissance approfondie qui permet de déterminer en fait, des phases critiques ou des phases sensibles de ce cycle. Et puis une approche qui cherche à développer à chaque fois des moyens indépendants qui visent à permettre la non-réalisation d'une phase critique de ce cycle. Alors pour les légumineuses à graines, ça a permis en fait, par exemple, des stratégies de réduction des populations initiales en travaillant surtout sur les semences saines, le travail du sol, la gestion des résidus et la rotation. Des stratégies d'évitement qui visent en fait à désynchroniser la présence du ravageur ou du bioagresseur en général et puis la date de culture ou éventuellement de détourner ces bioagresseurs spatialement de la culture avec un travail essentiellement autour des dates de semis et puis des stratégies qui visent en fait à contrôler le ravageur une fois qu'il est présent et qu'il commence à faire des dommages dans la culture. Et c'est surtout de la résistance variétale et de la lutte chimique qui ont été développées dans ce cas-là. Donc ces méthodes de lutte en fait ont été développées et été performantes au moment où, dans le contexte dans lequel ils ont été développés, mais ce contexte n'est plus celui qui
qui joue actuellement, on a beaucoup de phénomènes qui sont en train de se passer et on a un constat en fait de rendement irrégulier pour ces cultures de légumineuses à graines qui sont souvent imputées en grande partie aux bioagresseurs, et puis une diminution que tout le monde connaît depuis plusieurs décennies de ces cultures dans les rotations, et donc une inefficacité. Il est donc nécessaire maintenant de repartir sur ce travail pour pouvoir déterminer de nouveaux leviers et peut-être utiliser de nouvelles approches, des approches plus agroécologiques, plus systémiques, qui permettent en fait de compléter et de remplacer ces méthodes. Donc le premier pas en fait, c'est surtout de faire un diagnostic, d'analyser les risques qui évoluent, et puis de bien connaître les bioagresseurs. Ensuite, à partir de ces analyses, avec des nouveaux outils, on va pouvoir éventuellement combler des lacunes dans la connaissance du cycle du bioagresseur et pouvoir déterminer des nouveaux leviers. Les cultures de légumineuses à graines sont en ce moment soumises à des évolutions très très importantes, des évolutions qui vont avoir un impact sur le cortège et les populations de bioagresseurs, avec notamment la réintroduction, la volonté en tout cas de réintroduire des légumineuses dans les systèmes de culture, avec une augmentation des surfaces et puis une augmentation de la fréquence de retour dans les rotations. Et donc ça risque de s'accompagner d'une augmentation de la diversité et puis des populations. On a aussi tout le phénomène de réduction de l'utilisation des pesticides. Cette réduction va bien sûr se traduire par une augmentation des ravageurs ciblés, mais on peut s'attendre aussi à ce que des ravageurs secondaires qui étaient auparavant contrôlés de façon secondaire par des produits phytosanitaires deviennent des problèmes alors qu'auparavant ils étaient indirectement contrôlés. Et puis bien sûr l'évolution du climat avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique qui est prévu va aggraver et rendre plus fréquents les épisodes épidémiques, et puis qui va aussi, avec l'augmentation des températures hivernales, agir sur la transmission interannuelle des populations. Donc tout cela concourt à favoriser en fait une évolution du cortège et des pressions de bioagresseurs. Donc on peut maintenant mobiliser de nombreux outils modernes qui vont nous permettre de mieux analyser ces risques et de mieux connaître les bioagresseurs. Il y a des aspects de taxonomie moléculaire avec du barcoding qui permet de mieux déterminer des bioagresseurs et des ennemis naturels au niveau spécifique ou infraspécifique. Des outils numériques comme des applications nomades qui permettent de mieux noter au champ des bioagresseurs, du phénotypage haut débit pour caractériser les dégâts, ou de la modélisation pour beaucoup de choses, et notamment pour prédire le risque. Par exemple, ici à l'IGEP, nous avons voulu essayer d'appréhender les évolutions de cortège et de pression des pucerons, des protéagineux. Pour cela, nous avons utilisé les données d'un réseau de pièges à succion, le réseau Agraphite, qui est un réseau de pièges à succion qui est actif depuis 40 ans et qui fait des captures quotidiennes des insectes qui volent, et qui est réparti en fait de façon nationale avec des pièges qui ont été actifs plus ou moins longtemps. Et nous avons voulu savoir s'il y avait des évolutions des populations et des cortèges de pucerons des protéagineux en fonction des changements globaux, les changements climatiques, puis les changements d'utilisation des surfaces. Nous avons donc croisé ces données en fait à des températures, les températures hivernales, et puis aussi l'évolution des surfaces que nous avons obtenues grâce aux déclarations PAC à partir des fin des années 80. Là, sur le premier graphique, on voit bien en fait en bleu le changement climatique, l'effet du changement climatique sur sur les températures hivernales, avec des températures hivernales en termes de degrés jour qui passent en 1978 de 700 degrés jour à plus de 1000 degrés jour pour une période identique. Cette courbe en fait s'accompagne en fait de façon pratiquement symétrique par une avancée de la date de migration des pucerons. En fait, les pucerons arrivent pratiquement 40 jours plus tôt. En 40 ans, on arrive à pratiquement un jour plus tôt par année des pucerons. Alors cette précocité dans l'arrivée des pucerons ne s'accompagne pas forcément d'une augmentation de l'abondance. On peut penser notamment que les ennemis naturels vont arriver aussi plus tôt et donc vont contrôler. Par contre, ça va allonger la période sensible pour la transmission de virus phytopathogènes sur les cultures. Concernant l'évolution des surfaces, là on voit que la diminution des surfaces en poids qui constitue en fait la plus grande partie des surfaces en protéagineux au niveau départemental
en fait, est très corrélée avec une diminution importante des pucerons. Donc l'abondance des pucerons dépend beaucoup des surfaces en poids au niveau départemental tout autour. Mais cette relation, en fait, n'est pas la même en fonction du niveau de spécificité du puceron. En fait, elle est très très forte pour les pucerons spécialistes et moins fort pour les pucerons généralistes. Ça s'attendait un petit peu. Mais si on réaugmente dans le futur, en fait, si on redéploie ces cultures, on s'attend donc à avoir plus de pucerons, mais surtout des spécialistes qui vont venir. Donc ça peut éventuellement être important pour définir les cibles prioritaires pour les stratégies de gestion. Autre exemple, cette fois-ci pour mieux caractériser les dégâts en l'occurrence ceux de la citone. Donc la citone qui se développe sur pois ou févrole, il y en a d'autres, mais celle-ci c'est la citone alineatus. Les adultes en fait font des dégâts en faisant des encoches sur les feuilles, et ces dégâts sont très mineurs, mais par contre sont les seuls observables. Les larves, quant à elles, elles font des dégâts dans les nodosités, en réduisant de façon très très importante la fixation atmosphérique de l'azote par la plante. Alors la plante peut compenser en fait en allant puiser l'azote dans le sol et donc maintient un rendement, ce qui fait que les dégâts passent souvent assez inaperçus. Par contre, le service de fourniture de l'azote pour les cultures suivantes est très très impacté, même s'il est très compliqué en fait de le mesurer directement. Il est nécessaire maintenant de trouver des méthodes permettant de coupler en fait et de corréler des dégâts larvaires avec des dégâts adultes et puis des dégâts larvaires avec la fixation atmosphérique pour pouvoir en fait arriver à déterminer des seuils et notamment des seuils qui soient différents en fonction de l'utilisation des légumineuses. On peut utiliser des méthodes innovantes comme par exemple ici une méthode de tomographie 3D qui est une méthode que l'on a développée en collaboration avec le GEVES et qui permet en fait de visualiser, de mesurer et de déterminer quels sont les tissus qui ont été consommés dans les nodosités par les citones sans même les ouvrir. Donc ça c'est une méthode qui permet éventuellement de faire des avancées énormes dans la caractérisation des dégâts et puis le lien qu'on peut observer entre les dégâts larvaires, les dégâts adultes et puis la fixation atmosphérique. Ensuite, une fois qu'on a fait ce diagnostic, on va pouvoir revisiter les approches classiques, mais en essayant de s'appuyer sur les nouvelles connaissances produites pour essayer de déterminer des nouveaux leviers. Donc une des approches les plus anciennes est de gérer en fait l'introduction des espèces et des variétés dans l'espace et dans le temps. On peut le gérer sur le plan temporel et sur le plan spatial. Sur le plan temporel, il s'agit bien sûr des rotations. Et pour gérer cela, pour les légumineuses à graines, comparé à d'autres types de cultures, on va avoir une difficulté supplémentaire. Il faut gérer dans la rotation les cultures principales de légumineuses, mais il va falloir de plus en plus dans les rotations modernes gérer aussi les intercultures multiservices à base de légumineuses qui sont insérées, qui peuvent être aussi les hôtes d'inoculums de bioagresseurs pour les cultures principales. Par exemple, ici pour Aphanomyces sur pois, qui est un agent de pourriture des racines, une étude de la diversité de la résistance à Aphanomyces chez de nombreuses légumineuses, que ce soit des légumineuses qui sont utilisées pour faire des cultures ou d'autres qui sont utilisées pour faire des intercultures, ont montré en fait qu'il y a une grande diversité de résistance chez ces plantes pour Aphanomyces. Et en fait, on a 4 catégories de plantes différentes. On a le lupin, première catégorie avec le lupin, le pois chiche, le fenugrec et le lotier, pour lesquels on n'a pratiquement jamais pu isoler d'Aphanomyces dessus et qu'on considère pratiquement comme des espèces non hôtes. On en a une deuxième qui est constituée de la févrole, du soja, du sainfoin, du trèfle d'Alexandrie, hybride et incarnat, pour lesquels en fait on a toutes les variétés sont très résistantes avec quelques petits symptômes mais pratiquement pas de dégâts. On en a une troisième, lentilles, luzerne, gesse, pois et vespe pourpre et velu, pour lesquels en fait on a une grande quantité de variétés qui sont très sensibles. Et puis on en a une quatrième avec trèfle violet, blanc de Perse et vespe commune, qui vont présenter à la fois des variétés très résistantes et d'autres très sensibles. À partir de ces connaissances, en fait, on a mis au point un outil d'aide à la décision pour le choix des espèces et des variétés légumineuses dans les intercultures et dans les cultures principales, qui est basé sur un facteur qui est le potentiel infectieux de la parcelle. En fait, un test biologique qui est réalisé à partir d'un échantillon de terre sur lequel on va faire pousser
au laboratoire une variété standard sensible de poids, et on va pouvoir ainsi déterminer un potentiel infectieux et déterminer quelles sont les meilleures espèces à implanter. On va aussi pouvoir gérer l'arrangement spatial à différentes échelles. Alors cet arrangement spatial, on peut le gérer à large échelle avec la distance entre les parcelles qui va souvent être déterminant pour la dispersion des bioagresseurs à dispersion aérienne. On va pouvoir aussi gérer les légumineuses sauvages dans le milieu semi-naturel interstitiel entre les parcelles, notamment pour éviter d'avoir des réservoirs, des inoculums de bioagresseurs. On va pouvoir gérer les bordures immédiates de la parcelle, notamment pour fournir des ressources pour les auxiliaires, les ennemis naturels. Et puis bien sûr, on va surtout pouvoir travailler sur la diversité à l'intérieur des parcelles avec les associations de culture. Alors les associations de culture vont avoir l'avantage de pouvoir cumuler un grand nombre de leviers et de pouvoir agir sur différentes phases du cycle. On va pouvoir avoir notamment des aspects, des actions sur la dispersion, la colonisation qui va être perturbée, avec par exemple l'architecture qui va avoir un impact sur la dispersion des pathogènes, ou un environnement sensoriel qui est modifié qui va avoir un impact sur certains ravageurs. On va pouvoir agir aussi sur les conditions de développement et d'attaque, avec notamment le microclimat, la sensibilité à l'autre qui peut être changée, et puis des aspects de concentration de ressources différentes, modification des concentrations de ressources pour les ravageurs. Puis on peut aussi agir de façon indirecte en modifiant les communautés et éventuellement les populations par la fourniture de ressources aux ennemis naturels. Donc tout cela va agir sur les différentes stratégies potentielles de lutte contre les bioagresseurs. Alors, tous ces aspects présentent en fait des efficacités variables. Ces systèmes sont extrêmement complexes avec des interactions multiples et il y a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir identifier les combinaisons et les modalités les plus favorables pour le contrôle des ravageurs. Concernant les communautés de bioagresseurs, là un exemple sur une étude pour laquelle on s'est intéressé à la communauté des carabes qui sont prédateurs d'œufs de cytones. Alors les cytones pondent en fait au sol une quantité énorme d'œufs, jusqu'à 1000 œufs par femelle. Et donc il y a une prédation qui est connue de la part de certains carabes, et notamment des petits carabes. Les petits carabes qu'on voit ici sur les graphes en plein sont des prédateurs d'œufs de cytones, alors que les grands carabes qui sont ici en hachuré, généralement s'intéressent à des proies de plus grande taille. Ici, on a comparé la communauté de carabes en fait, dans des céréales pures, des féveroles pures et des associations. On se rend compte que l'abondance générale qui est proportionnelle à la taille des diagrammes circulaires ici, elle est beaucoup plus importante sur la févrole, beaucoup moins en céréales et intermédiaire en association. Par contre, à l'inverse, concernant la proportion des petits carabes, on en a beaucoup en céréales, beaucoup moins en févrole et en association, on en a en fait une proportion assez importante également. Donc on peut s'attendre à avoir en fait une prédation plus importante en association des œufs de cytones par les carabes. Alors on a fait une étude complémentaire avec, en allant chercher dans le contenu stomacal des carabes qu'on a été capturés grâce à une amorce ADN cytone. On a essayé de rechercher quels étaient les carabes qui avaient mangé de la cytone. Alors on retrouve bien en fait une prédation chez les petits carabes de cytone. On a à peu près un tiers des carabes que l'on capture qui ont mangé durant les 12 dernières heures, puisque c'est la date de détection, de la cytone. Et on imagine que c'est des œufs. Par contre, ce qui nous a surpris, c'est qu'on en trouve aussi beaucoup chez les gros carabes. Les gros carabes prédatent beaucoup la cytone, avec des taux qui varient selon les espèces, mais à peu près du même ordre. Alors ils vont sûrement s'alimenter sur des nymphes, sur des larves. La prédation quand même des œufs reste la plus intéressante puisqu'elle s'effectue avant l'arrivée des dégâts larvaires qui sont les plus importants. Le levier génétique, c'est quelque chose qui a été exploité depuis longtemps et qui a donné des résultats intéressants. Depuis quelques années, il y a des nouvelles approches et des nouveaux outils qui vont permettre de faire des progrès importants. Notamment, il y a du criblage de plusieurs collections de ressources génétiques qui ont été effectuées. Alors il y a quelques temps pour les pathogènes et de façon beaucoup plus récente pour les ravageurs, avec l'apparition la découverte de sources de résistance importantes. En parallèle, on a eu un développement important méthodologique, avec par exemple ici sur Aphanomyces sur poids,
la découverte de zones du génome qui étaient impliquées dans la résistance et qui étaient associées à des marqueurs moléculaires de ces zones, ce qui permet en fait d'ouvrir la voie des programmes de sélection assistée par marqueurs qui sont beaucoup plus rapides que la sélection classique et aussi qui présentent l'avantage de pouvoir cumuler dans une même lignée des allèles de résistance sur différentes parties du génome et donc d'avoir des lignées multirésistantes. Alors ces résultats ont été transmis en temps réel en fait aux sélectionneurs et sont cette année, depuis quelques années, mais cette année encore, testés directement en parcelle. Une autre voie en fait pour la sélection, c'est de s'intéresser à, qui est assez nouveau, c'est de s'intéresser à des traits qui ne sont pas directement liés à la résistance. C'est des traits souvent qui sont phénologiques, morphologiques ou physiologiques et qui vont agir indirectement sur le contrôle des ravageurs. Par exemple, ici où nous avons le nectar extrafloral. Le nectar extrafloral, c'est un nectar qui est produit en dehors des fleurs par beaucoup de légumineuses à graines et qui est un nectar qui a été un trait qui a été complètement abandonné par la sélection, alors que c'est quelque chose qui peut être très utile. Les parasitoïdes, ici on voit un parasitoïde qui est en train de s'alimenter dessus, s'alimente beaucoup plus facilement sur le nectar extrafloral que sur le nectar floral qui lui est pratiquement interdit. Des études en laboratoire ont montré que ce nectar extrafloral, en fait, il augmente beaucoup la longévité, elle triple la longévité par rapport à l'eau, et puis même elle est meilleure que celle du miel, qui est normalement un aliment très très bon pour les parasitoïdes. Et là, des essais en microparcelles ont montré en fait que lorsqu'on avait une présence de nectar extrafloral, on doublait presque le parasitisme et le contrôle des ravageurs avec cette présence. Donc c'est un trait qui pourrait être intéressant pour la sélection. Dernière chose, le biocontrôle. Le biocontrôle, en fait, bénéficie d'un contexte très favorable avec, bien sûr, les plans biocontrôle de réduction des phytosanitaires, un marché très porteur, la volonté de trouver des alternatives aux produits chimiques, et puis aussi la structuration de la recherche avec, par exemple, le réseau Elecitra pour les stimulateurs de défense naturelle, ou le consortium de contrôle pour l'ensemble des produits. Alors, au niveau des légumineuses à graines, toutes les voies de biocontrôle, tous les mécanismes sont expérimentés ou exploités. On a des choses qui sont présentes chez les ravageurs comme chez les maladies. On a un cas particulier, notamment en stockage sur les légumineuses à graines, puisque c'est un dispositif et des conditions qui sont très favorables à l'utilisation de biocontrôle, beaucoup plus qu'en production. En production, les tailles des parcelles, c'est les légumineuses à graines, et puis le fait qu'on a déjà une biodiversité souvent importante, ça limite quand même pas mal l'intérêt du biocontrôle dans ces conditions. Il y a certaines approches, comme le push-pull, qui cherchent à construire des systèmes de culture qui vont détourner les ravageurs et attirer les auxiliaires, qui sont des aspects systémiques qui peuvent agir sur différents aspects et qui sont vraiment très intéressants. En conclusion, on a en fait des nouveaux leviers, des nouvelles approches ou la revisite d'approches anciennes qui permettent d'agir sur différentes phases du cycle, avec des successions qui vont agir sur l'évitement et puis sur la réduction des populations initiales pour la culture suivante, le levier génétique qui peut agir sur la réduction des populations et sur l'atténuation, les associations de cultures qui agissent à peu près sur toutes les phases, le biocontrôle sur la réduction et l'atténuation. Et donc maintenant, la voie de progrès, ça va être d'essayer de cumuler pour certaines phases différentes approches qui ont des efficacités partielles, ou d'essayer en fait de combiner des approches en fait qui vont être complémentaires en agissant sur différentes phases du cycle. Alors des progrès doivent être maintenus dans ce domaine-là, avec notamment le maintien des dispositifs d'épidémiosurveillance. L'histoire n'est pas finie, l'évolution n'est pas finie, et il faut absolument maintenir et développer ces réseaux d'épidémiosurveillance pour s'adapter aux risques. On va avoir aussi des notions d'interaction entre ces différents leviers qu'il va falloir prendre en compte. Par exemple, le fait d'insérer des associations de culture dans les rotations risque d'avoir un impact sur la fréquence de retour des légumineuses dans la rotation et donc va avoir un impact sur la totalité. Enfin, on ne pourra pas avoir de réponse universelle quel que soit le système. Il y a trop de diversité de modes de culture, de zones de production, d'espèces pour pouvoir penser à avoir une réponse universelle. Il va falloir forcément adapter ces leviers en fait, au contexte à chaque fois de chaque culture.
Merci de votre attention.